Après 40 ans de mariage, vous découvrez que la personne qui dort à vos côtés mène une seconde vie et que chaque parfum, chaque message, chaque sourire cache une trahison soigneusement organisée. Ce n'est plus seulement une histoire d'amour brisé, mais une véritable guerre silencieuse où chaque détail devient une preuve, chaque geste, une arme. Et maintenant, imaginez que cette guerre ne se déroule pas dans un film, mais dans des appartements ordinaires, des cuisines modestes, des maisons de campagne que l'on croyait être des refuges. Combien de couples vivent aujourd'hui sur une bombe à retardement sans même le savoir? Jusqu'où peut aller un homme pour défendre sa dignité quand tout s'écroule autour de lui? Vous êtes sur la chaîne Histoire d'infidélité. Bienvenue à vous. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dehors en ce moment. Et préparez-vous, ce qui suit pourrait ressembler dangereusement à la réalité de quelqu'un que vous connaissez. Cette feuille de papier du centre administratif municipal, je m'en souviens encore. Froide, insupportablement froide au toucher. Épaisse, blanche, avec un tampon bleu dans le coin. Elle me glaçait le bout des doigts. Non pas simplement froide, mais glaciale, comme si la mort elle-même avait effleuré mon univers familier. Cette feuille semblait peser plus lourd que n'importe quelle pierre, car dessus, de l'écriture régulière et presque calligraphique de ma Julie, figurait une demande de divorce. Elle reposait sur notre table de cuisine en chêne clair, à côté du petit vase à bonbons que nous avions rapporté de la vieille ville il y a une dizaine d'années. Cette table se souvenait de tout, des premiers pas hésitants de notre fils, des larmes de notre fille adolescente, de mes plans étalés sous la lumière terne d'un vieux abat-jour, et de ces interminables patrons pour une nouvelle robe. Et maintenant, un document y reposait, rayant d'un trait de plume 4 décennies de vie commune. 40 ans. Toute une époque, mais j'y reviendrai. Pour l'instant, revenons au commencement, dans l'ordre. Je m'appelle Alexandre, j'ai 58 ans. Je travaille comme ingénieur de maintenance dans une grande usine de la région lyonnaise. Ce métier, je dois le dire, est éprouvant pour les nerfs, souvent accompagné de longs déplacements. Mais je le connais, je le comprends, et à ma façon, je l'aime. Julie et moi sommes ensemble depuis l'université. Nous nous sommes mariés juste après l'obtention de nos diplômes. Nous avons élevé 2 merveilleux enfants. Notre fils occupe désormais un poste important à Paris, et notre fille travaille comme médecin à Lyon. Nous nous voyons rarement, nous communiquons surtout par visioconférence. Nous vivons dans un appartement de 3 pièces standard dans un quartier résidentiel que nous avons obtenu au début des années 90 et que nous avons ensuite mis longtemps à acquérir définitivement. En somme, notre vie était ordinaire, sans rien de remarquable, comme celle de millions d'autres familles. J'ai toujours sincèrement cru que notre famille était mon havre de paix, ma forteresse imprenable où je pouvais me réfugier face aux tempêtes et aux épreuves de l'existence. Il s'est avéré que la tempête la plus terrible se préparait à l'intérieur, lentement, discrètement, jusqu'à atteindre une force destructrice. Tout a commencé par un détail à peine perceptible, une sensation presque imperceptible que quelque chose n'allait pas. Je rentrais d'un court déplacement dans la ville voisine, seulement 3 jours. Fatigué, imprégné de la poussière du train et de la limaille métallique, je ne rêvais que d'une chose, rentrer chez moi, enlever mes lourdes chaussures, manger une assiette du délicieux pot-au-feu de Julie et simplement me taire devant la télévision pour laisser mon cerveau se reposer. J'ai ouvert la porte avec mes clés, et la première chose qui m'a accueilli fut le silence. L'appartement était silencieux et sentait la propreté, mais ce n'était pas cette propreté familière et chaleureuse qui flottait toujours dans notre foyer, mêlée au parfum de pâtisserie fraîche et à la légère douceur de son parfum préféré, Chanel numéro 5. Non, c'était une propreté étrangère, presque stérile, comme dans une chambre d'hôtel où il n'y a ni âme, ni souvenir, ni odeur de vie vécue. Notre maison sentait toujours un mélange complexe, son parfum auquel elle restait fidèle depuis des décennies, l'arôme chaud de cannelle venant de la cuisine après nos moments ensemble, et quelque chose d'indéfinissablement livresque provenant des vieilles étagères du salon. Mais là, l'air était dépersonnalisé. On n'y sentait plus que l'arôme vif et insistant d'un produit nettoyant au citron qui étouffait tout ce qui était vivant. J'ai traversé l'entrée. Tout était à sa place. Le vieux meuble à chaussures que j'avais assemblé avec mon fils il y a une 20aine d'années, le miroir dans son cadre fissuré, le porte-manteau avec son imperméable léger. Mais j'avais l'impression qu'on avait minutieusement inspecté l'appartement, vérifié chaque recoin. Trop parfait, trop sans vie, presque muséal. J'ai jeté un coup d'œil dans la cuisine.
La table était impeccablement propre, pas une seule miette. Même ma tasse préférée à lancer bréché, que je laissais toujours près de l'évier, avait été lavée et rangée sur l'étagère. Dans cette exactitude démonstrative, il y avait quelque chose qui, étrangement, ne me réjouissait pas, mais m'inquiétait plutôt, suscitant une angoisse inexplicable. Je me suis assis sur un tabouret et j'ai lentement parcouru notre cuisine du regard. Voilà le réfrigérateur fiable, acheté à crédit il y a 7 ans, couvert d'aimants rapportés de nos voyages, Marseille, Bordeaux, Nice. Voilà la cuisinière familiale sur laquelle elle me préparait les meilleures boulettes du monde. Tout était familier, reconnaissable jusqu'à la moindre rayure, jusqu'au plus petit détail. Mais quelque chose avait imperceptiblement changé. L'air était devenu différent, plus raréfié en quelque sorte, comme si on en avait aspiré une partie de l'oxygène habituel. Je me souviens de notre emménagement dans cet appartement. C'était une simple boîte en béton avec des ferrailles qui dépassaient, dont la perspective aurait pu effrayer n'importe qui. Nous vivions alors chez ses parents dans un minuscule 2 pièces du quartier industriel et rêvions d'avoir notre propre coin. Même petit. La première fois que j'ai amené Julie ici, elle a fondu en larmes de bonheur au beau milieu de cette poussière de chantier. Ses yeux brillaient d'espoir. Elle m'avait dit alors « Alex, ce sera notre maison pour toujours. » Nous avons posé le papier peint nous-mêmes, carrelé maladroitement la salle de bain. Nous sommes disputés à propos de la couleur des rideaux et réconciliés sur un vieux matelas posé à même le sol. Chaque clou, chaque étagère dans cet appartement faisait partie de notre histoire commune. Une histoire qui, me semblait-il, durerait éternellement, sans jamais connaître de fin. Julie est revenue 1 heure plus tard, joyeuse, avec des sacs du magasin Carrefour. Elle m'a enlacé, m'a embrassé sur la joue, comme pour dissiper mes doutes. « Tu es fatigué, mon chéri ? Tu as faim, sans doute ? Je vais préparer le dîner rapidement. » Elle prononçait les mots habituels, se déplaçait dans la cuisine avec cette même légèreté et cette grâce que je connaissais si bien. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau, d'inhabituel, une sorte de politesse distante, comme si elle jouait le rôle d'une épouse attentionnée qu'elle connaissait par cœur, mais qu'elle ne ressentait plus vraiment depuis longtemps. Nous avons dîné, parlé de choses insignifiantes, de mon travail, du temps, du fait qu'il faudrait remplacer le toit percé de la véranda à la maison de campagne. Elle racontait comment elle était allée au théâtre avec une amie, comment elle avait appelé notre fille Léa. Tout était comme d'habitude, mais je ne pouvais me défaire de l'impression d'être assis à table avec une personne familière, certes, mais néanmoins étrangère. Entre nous s'élevait un mur de verre invisible, mince mais impénétrable. J'essayais de le briser, je posais des questions personnelles, je la regardais dans les yeux, mais je me heurtais seulement à un sourire poli et impénétrable derrière lequel se cachait un secret. Et puis, cette nuit-là, s'est produit ce qui devint le premier véritable coup d'angoisse, me transperçant de part en part. Je me suis couché. De mon côté du lit, les draps frais et craquants étaient tendus, agréables. Julie changeait toujours les draps à mon retour. C'était l'une de ses petites traditions. Je me suis tourné sur le côté, j'ai enfoui mon nez dans l'oreiller et je me suis figé. L'oreiller sentait la lessive, simplement la lessive et rien d'autre. En revanche, son oreiller de l'autre côté du lit sentait elle, ses cheveux, sa crème, cette odeur familière que je connaissais depuis 40 ans, qui m'était devenue intime et irremplaçable. Je me suis assis dans le lit, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Pourquoi changer la tête d'oreiller d'un seul côté ? C'était illogique, étrange, anormal. C'était une violation de notre petit univers établi, une rupture des règles que nous avions nous-mêmes instaurées. Je n'ai rien dit. Je suis simplement resté allongé dans l'obscurité à fixer le plafond, tandis qu'une boule froide et poisseuse de pressentiment se développait lentement dans ma poitrine. Je ne savais encore rien, je ne comprenais rien, mais cette nuit-là, pour la première fois en 40 ans, je me suis senti étranger, intrus dans notre maison commune. Et ce n'était que le début. La pensée de cet oreiller qui ne sentait que la lessive ne me lâchait pas. Elle restait fichée dans ma tête comme une petite écharde aiguë, causant une douleur sourde et constante. La nuit, je me retournais sans cesse, écoutant la respiration régulière de Julie à côté de moi. Sa respiration était si familière, si intime que je m'en voulais de ma méfiance. « Vieux fou », me disais-je, complètement devenu fou à cause de tes déplacements. Elle a lavé une tête d'oreiller, et alors ?
Peut-être que j'ai renversé de la soupe dessus hier et que je l'ai oublié. Je m'en étais presque convaincu. Presque. Mais le matin, quand je l'ai vue prendre son smartphone avec elle en allant à la douche, cette écharde a remué à nouveau, me rappelant douloureusement sa présence. Avant, son téléphone pouvait traîner n'importe où, sur la table de cuisine, sur le canapé, sur le rebord de la fenêtre. Maintenant, il était toujours avec elle, comme un document précieux, comme un passeport qu'on ne peut laisser sans surveillance. Des jours suivants, j'ai vécu dans une sorte de brouillard, comme séparé de la réalité par une pellicule invisible. J'allais au travail, je serrais des boulons, je vérifiais les capteurs sur les machines, je parlais avec mes collègues, mais tout cela ressemblait à un film. Et j'étais simplement spectateur, observant ce qui se passait sans y participer. Ma vraie vie se déroulait désormais à l'intérieur, dans mes pensées et mes tourments. J'ai commencé à observer, pas à espionner, non, j'aurais trouvé cela humiliant. Simplement observer, comme on observe le comportement d'un mécanisme inconnu et potentiellement dangereux. Et je remarquais de plus en plus de petits dysfonctionnements dans notre système rodé depuis 40 ans qui, me semblait-il, fonctionnait impeccablement. D'abord le téléphone. Il reposait désormais toujours écran contre la surface. Toujours. Sur la table de cuisine, sur la table de nuit, la vitre contre le bois. Comme si Julie craignait que quelque chose ne s'affiche soudainement à l'écran. Une information compromettante. Et le son des notifications était complètement désactivé. Le téléphone vivait sa vie secrète et silencieuse, vibrant seulement de temps en temps dans la poche de sa robe de chambre, comme pour tenter de me faire signe. Quand un jour, par plaisanterie, j'ai tendu la main vers lui en disant « Laisse-moi voir l'heure », ma montre s'est encore arrêtée. Elle l'a saisie de manière contre nature, presque en me l'arrachant des mains, et a dit « Oh, il est presque déchargé ». Et aussitôt, elle l'a remis dans sa poche, évitant mon regard. Je n'ai rien répondu. J'ai seulement senti quelque chose se glacer désagréablement à l'intérieur, annonçant le malheur. Deuxièmement, son engouement soudain et totalement inattendu. Je me suis inscrite au yoga, Alexandre, annonça-t-elle un soir au dîner, les yeux brillants. C'est bon pour le dos, et puis le mouvement, c'est la vie. Julie, qui avait toujours considéré que le meilleur sport était de bêcher les plates-bandes à la campagne, s'était soudain mise au yoga. S'était acheté des leggings moulants et un tapis rose vif. 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, elle s'habillait avec soin, se mettait légèrement du rouge à lèvres, ce qu'elle ne faisait presque jamais en journée auparavant, et partait pour le centre-ville. Elle revenait 3 heures plus tard, animée, les joues rosies, pleines d'enthousiasme. « Tu te rends compte ? Aujourd'hui, j'ai presque réussi parfaitement la posture du chien tête en bas, » gazouillait-elle en détaillant ses progrès. Et moi, je la regardais et je ne voyais plus mon épouse, mais une actrice jouant son rôle avec trop d'application. Trop d'enthousiasme, trop de détails inutiles dans ses récits sur le déroulement des séances. Un soir, notre fille Chloé nous a appelés de Lyon en visioconférence. J'ai activé le haut-parleur. « Maman, tu rayonnes littéralement, dit Chloé. » Sa voix sonnait sincèrement étonnée. « Tu as rajeuni de 10 ans. C'est quoi une deuxième lune de miel avec papa ?» Julie a ri, légèrement embarrassée, et m'a lancé un regard rapide et nerveux. « C'est juste que je me repose plus, ma chérie. J'ai commencé à faire du yoga, répondit-elle en s'efforçant de paraître naturelle. Je n'ai rien dit. Mais après cette conversation, cette phrase de notre fille, rajeunie de 10 ans, a résonné longtemps dans mes oreilles comme une sonnette d'alarme. Tout le monde voit qu'elle a changé. Seulement, tout le monde s'en réjouit, alors que moi, cela m'effraie jusqu'au plus profond de mon âme. Mon état commença à se modifier. Je devins silencieux, renfermé. Tantôt j'essayais de me comporter comme d'habitude, de plaisanter, de raconter quelque chose sur mon travail. Mais cela sonnait faux, forcé. Tantôt je me refermais sur moi-même. Je m'enfermais dans ma chambre et fixais bêtement les actualités sur France Info, sans vraiment comprendre ce qui se passait, juste pour combler le vide dans ma tête. Je me mis à chipoter sur des broutilles, l'assiette mal placée, la soupe trop salée. Je voulais la provoquer, la faire sortir de cet état équilibré et souriant, voir au moins une vraie émotion, de la colère, de l'irritation, n'importe quoi sauf ce masque. Mais elle était impénétrable. À toutes mes critiques, elle répondait avec un sourire indulgent, presque maternel. « Voyons, Alex, tu es fatigué du travail. Je comprends, disait-elle.
Et cette sainteté m'exaspérait encore plus, attisant le feu intérieur. Un vendredi, elle est repartie à son yoga. Je suis resté seul à la maison. Dans l'entrée flottait l'odeur de son nouveau parfum, quelque chose de sucré, de floral, totalement différent de son habituel Chanel numéro 5. Cette odeur était étrangère, envahissante. Elle criait presque la trahison. Je n'ai pas tenu. M'approchant de la commode où elle posait habituellement son sac, j'ai hésité, me sentant comme le dernier des salauds. Mais j'ai quand même ouvert le sac. À l'intérieur régnait l'ordre, portefeuille, passeport, trousse de maquillage. Rien de suspect au premier regard. J'allais refermer le sac quand soudain, au fond, sous une pile de tickets de caisse du supermarché, j'ai trouvé une feuille de papier pliée en 4. C'était une contravention de stationnement établie pour notre Renault qui était enregistrée à mon nom. Je l'ai dépliée. L'amende avait été émise un mardi à 19h15. Le mardi, elle était aussi censée être au yoga, mais l'adresse m'était inconnue. Rue du Commerce, en plein centre-ville. J'ai rapidement ouvert le GPS de la ville sur mon ordinateur portable. Son studio de yoga se trouvait rue de la Rivière, dans un tout autre quartier, à 5 km de là. Rue du Commerce, comme me l'indiquait serviablement le GPS, se trouvaient principalement des restaurants chics, des centres de bureaux et un complexe résidentiel haut de gamme, les Jardins Dorés, où les appartements valent une fortune. Je restais assis sur le pouf dans le couloir, fixant ce bout de papier. Un bourdonnement emplissait mes oreilles, le sang battait à mes tempes. Ce n'était pas une preuve irréfutable, c'était juste un reçu. Elle avait pu passer chez une amie, faire des courses, n'importe où, mais elle n'en avait rien dit. Elle avait raconté des histoires sur le chien tête en bas et sur les courbatures après les postures. Elle mentait en me regardant calmement dans les yeux, sans l'ombre d'un embarras. À cet instant, j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La glace sous mes pieds s'était fissurée et je commençais à sombrer lentement dans l'eau glacée et sombre de l'incertitude. Je ne savais pas encore ce qui m'attendait au fond, mais je sentais que rien de bon ne m'y attendait. J'ai soigneusement replié la contravention et l'ai remise tout au fond du sac. Quand elle est rentrée, joyeuse et les joues rouges, et m'a demandé comment ça allait, pour la première fois depuis de nombreuses années, je n'ai pas pu me forcer à sourire en retour. Je l'ai simplement regardée et j'ai dit d'une voix basse et sourde « Ça va ». Et dans ce silence entre nous planait quelque chose de lourd et d'effrayant, annonçant une catastrophe inévitable. Le reçu de contravention devint mon enfer personnel. Je l'avais caché dans le tiroir à outils sur le balcon sous de vieilles pinces, mais il semblait brûler à travers le tiroir, le mur de béton et ma conscience, ne me laissant aucun répit. Chaque explication que j'essayais d'imaginer s'effondrait en poussière. Elle était passée chez une amie. Pourquoi ne l'avait-elle pas dit? Elle avait voulu faire une surprise. Quelle surprise pouvait-on acheter dans un quartier de résidence haut de gamme où une tasse de café coûte le prix de notre budget alimentaire hebdomadaire? J'ai cessé de dormir. Je restais allongé la nuit, écoutant le tic-tac de la vieille horloge du salon, et je sentais la rouille de la méfiance ronger lentement mais sûrement de l'intérieur tout ce qui avait été construit en 40 ans. Julie, semblait-il, ne remarquait rien. Elle voltait dans l'appartement, joyeuse, énergique, pleine de vie. Et cette vie à elle, dans laquelle je n'avais manifestement plus la place principale, m'exaspérait et me blessait à la fois, comme un couteau acéré. L'explosion eut lieu un samedi. Nous devions aller à la maison de campagne. Il fallait préparer la serre pour l'hiver, couvrir les plates-bandes. J'empilais dans le coffre de notre Renault des caisses d'outils et Julie apportait des sacs d'affaires. La journée était froide, humide, pénétrante jusqu'aux os. Elle enfila par-dessus mon vieux pull de travail, gris, déformé, imprégné d'huile de moteur et de moi. J'étais toujours attendri quand elle le portait. Dedans, elle paraissait petite et vulnérable, comme dans les premières années de notre vie, éveillant en moi de la tendresse. Elle courut jusqu'au vide-ordures, revint, enleva le pull et le jeta sur le siège de la voiture. Je me suis installé au volant, j'ai tourné la clé de contact et une odeur étrangère et forte m'a frappé le nez. Ce nouveau parfum sucré et floral qui m'était inconnu. Il s'était incrusté dans la laine rugueuse de mon pull, chassant tout ce qui m'était familier, tout ce qui était habituel. C'était comme une marque, comme un drapeau étranger planté sur mon territoire. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai coupé le moteur. J'ai pris le pull sur le siège.
Je l'ai approché de mon visage. J'ai ostensiblement respiré l'air et je l'ai regardé. « C'est quoi ça ?» demandai-je si doucement que j'eus peur moi-même de ce calme contre nature qui précède la tempête. « Comment ça ?» Elle ne comprenait pas, clignant des yeux, son visage exprimant une incompréhension sincère. « Je te demande ce que c'est que cette odeur. » Je lui ai presque mis le pull sous le nez. « Ce n'est pas ton Chanel numéro 5. C'est quelque chose de nouveau, de cher. D'où ça vient ?» Le visage de Julie se figea un instant, juste une fraction de seconde. Mais j'eus le temps de voir dans ses yeux de la peur, puis une tentative éclair de la dissimuler. Ensuite, elle s'est ressaisie. « Alexandre, tu es devenu fou. Ce sont de nouveaux parfums. Je me suis acheté un flacon chez Sephora en promotion. Je voulais te faire plaisir. Ça ne te plaît pas ?» Il ne s'agit pas du parfum. Je ne pouvais plus me retenir. Ma voix s'est brisée en cris, déversant toute l'irritation accumulée. Il s'agit de mensonges, de ton yoga 2 fois par semaine, du téléphone que tu caches écran contre la table, des contraventions de stationnement rue du Commerce où tu n'étais soi-disant jamais allé. Qu'est-ce que tu faisais là-bas, Julie ? Je suis sorti de la voiture en trombe. J'ai ouvert le tiroir du balcon. J'ai sorti cette maudite contravention et je la lui ai jetée sur les genoux comme un acte d'accusation. Voilà, mardi, 19h. Raconte-moi encore ton histoire de chien tête en bas. Elle regardait le papier, puis moi, et j'attendais n'importe quoi, des larmes, des cris, des justifications, mais elle restait étonnamment calme, comme si rien ne s'était passé. Elle leva les yeux vers moi, et il n'y avait en eux ni culpabilité, ni peur, seulement une rancœur froide et amère, profondément ancrée dans son regard. « En voilà une histoire », dit-elle doucement en secouant la tête. Sa voix sonnait détachée. « 40 ans ensemble, et tu penses que je... » Mon Dieu, quelle vulgarité! Oui, j'étais rue du Commerce, et je ne te l'ai pas dit parce que je connaissais ta réaction. Je suis allé dans une nouvelle boutique qu'a ouverte la fille de mon amie Laure. Elle vend des foulards de créateurs, faits main. Je voulais acheter un cadeau pour Chloé pour son anniversaire. Je me suis arrêté 15 minutes, j'ai acheté et je suis reparti. Et je ne te l'ai pas dit parce que tu aurais commencé à ronchonner que c'est cher et inutile. Voilà tout, Alexandre. Toute ma trahison. Tu veux que j'appelle Laure tout de suite ? Elle confirmera. Elle parlait si simplement, si prosaïquement et avec tant de ressentiment que je me suis senti comme le dernier des idiots, piégé par mes propres soupçons. Toute ma fureur, toute ma juste colère se retirèrent, ne laissant derrière elle qu'un sentiment poisseux de honte et de malaise. Elle me regardait comme un malade, comme un enfant capricieux, et je n'ai pas trouvé quoi répondre. Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je me suis simplement installé dans la voiture, j'ai démarré le moteur, et nous sommes partis à la campagne dans un silence assourdissant qui était pire que n'importe quel cri. Toute la journée, j'ai travaillé comme un forcené, transporté de la terre, réparé le toit, coupé du bois. La douleur sourde dans mes muscles était le seul répit. Pourvu que je ne pense pas, pourvu que j'étouffe le tourment intérieur. Et le soir, quand nous sommes rentrés en ville, je me suis excusé maladroitement, me sentant mal à l'aise. Elle a hoché la tête et dit « C'est oublié ». Mais je voyais qu'entre nous s'était érigé un autre mur de glace, encore plus haut et impénétrable qu'avant. Pendant 2 jours, j'ai marché comme un automate. Je me reprochais ma méfiance, mon emportement, d'avoir blessé la personne la plus proche. J'ai presque cru en elle. J'ai presque réussi à me forcer à oublier toutes ces bizarreries. Et mercredi, j'ai décidé de ranger la boîte à gants de la Renault. Une pile de vieux tickets s'y était accumulée, le manuel de l'autoradio, divers papiers. Je triais méthodiquement ce bazar, jetant l'inutile, tentant de me distraire. Et soudain, tout au fond, sous un vieux plan de la ville, je suis tombé sur un autre reçu. Un petit ticket de caisse de la pharmacie Santé Plus. Je n'y aurais pas prêté attention, mais l'adresse de la pharmacie m'a sauté aux yeux. Rue du Commerce, numéro 74, ce même quartier qu'elle niait avoir fréquenté. J'ai regardé la date et l'heure. Ce même mardi, 19h28, 13 minutes après l'heure indiquée sur la contravention. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai parcouru la liste des achats. Vitamine C, paracétamol et Tensoval Plus. Un médicament coûteux contre l'hypertension. Un médicament que je n'avais jamais pris de ma vie
et que personne dans notre famille ne prenait. C'était un médicament masculin pour hypertendus. J'étais assis dans la voiture froide sur le parking près de notre immeuble et je fixais ce reçu, sentant le monde autour de moi s'effondrer. La boutique de foulards pour notre fille. Le cadeau. Toute son explication lisse, logique et offensée s'écroulait en poussière devant ce petit bout de papier dévoilant l'horrible vérité. Elle n'avait pas simplement menti, elle avait réfléchi son mensonge. S'était abritée derrière son amie, notre fille, ma prétendue avarice, alors qu'elle achetait en réalité un médicament pour un autre homme. À ce moment-là, je ne ressentais ni colère ni rancœur. Seulement un calme glacial et résonnant qui précède la tempête. J'avais tout compris. Plus de cris, plus d'accusations. La guerre avait commencé et je n'avais pas l'intention de la perdre. J'ai soigneusement plié le reçu, je l'ai mis dans mon portefeuille à côté de mon permis de conduire. C'était maintenant ma preuve principale, mon point de départ. Je suis sorti de la voiture et j'ai regardé les fenêtres de notre appartement au 7e étage. La lumière y brillait. Ma maison, qui avait cessé d'être ma forteresse. C'était désormais un champ de bataille. Le reçu de la pharmacie, je ne l'ai pas caché. Je l'ai mis dans mon portefeuille dans la pochette pour carte de visite. Maintenant, il était toujours avec moi, comme une compresse froide sur un front fiévreux, ne me permettant pas d'oublier, m'empêchant de croire à nouveau au monde confortable qui s'était effondré. Les émotions s'étaient calmées, laissant derrière elles un vide résonnant et un intérêt froid, presque scientifique. Je n'étais plus un mari trompé et souffrant de douleur. J'étais devenu un ingénieur confronté à un mécanisme cassé. Et ma tâche était de comprendre la cause de la panne, de documenter chaque dysfonctionnement et de préparer le rapport de mise au rebut. J'ai commencé à agir méthodiquement et rationnellement. Le mardi suivant, j'ai pris un jour de congé sans solde au travail, prétextant un malaise. J'ai menti à mon chef et je me sentais parfaitement bien en le faisant, parce que je savais pourquoi je le faisais. J'ai garé ma Renault dans une cour voisine d'où l'on voyait bien notre entrée d'immeuble, et j'ai attendu. Vers 11h du matin, Julie est sortie, non pas en leggings de sport comme pour le yoga, mais dans un élégant manteau beige que nous lui avions acheté pour son dernier anniversaire, avec des bottines à petits talons. Elle est montée dans un taxi, une berline claire avec le logo du service Rapid Express, et est partie. J'ai attendu 2 minutes et je l'ai suivie en gardant mes distances. Je n'étais pas un espion professionnel, je restais à distance, je la perdais au feu rouge, mais je savais où elle allait et je ne me trompais pas. Le taxi s'est arrêté devant les grilles de ce complexe résidentiel, les Jardins Dorés, rue du Commerce. Elle est descendue, a replacé ses cheveux, et après avoir composé un code sur l'interphone, a disparu dans l'entrée. Je suis resté assis dans la voiture 3 heures, observant les fenêtres de cet immeuble. Pendant ce temps, j'ai réussi à trouver sur Internet tout ce qui concernait cette résidence de luxe. Les prix des appartements provoquaient un rire amer. Notre 3 pièces, avec sa vieille rénovation, valait le prix d'un débarras dans ce palais. Pas de preuves directes, mais les mensonges s'accumulaient, grossissant comme une boule de neige. Le lendemain, j'ai décidé de vérifier sa principale ligne de défense qu'elle avait exposée si convaincante. J'ai appelé Laure, sa meilleure amie, soi-disant pour une question concernant la maison de campagne. Puis j'ai demandé comme par hasard. « Écoute Laure, Julie me parlait d'une boutique que ta fille aurait ouverte, avec des foulards. Je voulais passer voir un cadeau pour ma sœur. Tu peux me rappeler l'adresse ?» À l'autre bout du fil, un silence s'installa, long, gênant, me faisant tendre tous mes nerfs. « Une boutique ?» répéta Laure, surprise. « Alexandre, tu confonds. Ma Catherine est en congé maternité depuis 2 ans déjà. » « Quelle boutique ?» À cet instant, j'ai compris que d'autres personnes étaient impliquées dans ces mensonges. Elles se taisaient toutes, elles étaient toutes au courant. Et moi seul, j'étais dans le rôle de l'idiot, aveugle et sourd, à qui on racontait des histoires depuis tout ce temps. Le dénouement arriva vendredi soir. Apparemment, Laure avait immédiatement appelé Julie pour lui raconter mon coup de fil. Elle est rentrée plus tôt que d'habitude, et j'ai tout de suite compris que la tempête était inévitable. Son visage était empourpré de colère. Elle a fait irruption dans l'appartement sans même enlever son manteau et a jeté son téléphone sur la table comme une arme. « C'était quoi ça, Alexandre ? Pourquoi as-tu appelé Laure ? Pourquoi tu organises ce cirque, cette honte ?» J'étais assis dans la cuisine et je buvais tranquillement mon thé, extérieurement impassible.
Le calme était ma seule arme, mon bouclier. Je voulais simplement vérifier l'adresse de la boutique, répondis-je d'une voix égale, m'efforçant de ne pas trahir mes émotions. Tu ne vérifiais pas une adresse. Tu m'espionnes. Tu fouilles dans mes affaires. Tu me suis en voiture. Tu appelles mes amis. Tu es devenu paranoïaque. C'est toi qui as besoin de te faire soigner. Elle hurlait. Son visage se couvrit de plaques rouges. Le masque de l'épouse parfaite et calme était tombé, révélant quelque chose de méchant, acculé, prêt à attaquer. Je ne suis pas un espion, Julie. Je rassemble des faits, dis-je en sortant le reçu de la pharmacie de mon portefeuille pour le poser sur la table. En voici un. Un médicament contre l'hypertension. Tansoval Plus. Pour qui est-ce? Pour quel ami malade dont je ne sais rien? Ou peut-être pour celui chez qui tu étais mardi pendant 3 heures dans une résidence de luxe rue du Commerce. Elle tressaillit, regarda le reçu, et dans ses yeux je revis cette même peur fugace, mais elle se ressaisit rapidement et passa à l'attaque, comme une louve blessée. Oui, j'ai acheté un médicament, et alors? Peut-être que quelqu'un se sentait mal. Je devais passer sans rien faire. Tu es devenu complètement fou avec ta jalousie. Tu crois que si c'est un homme, c'est forcément un amant? Tu n'as pas pensé que les gens pouvaient avoir d'autres problèmes? Que quelqu'un pouvait avoir besoin d'aide? Il ne t'est jamais venu à l'esprit qu'on peut simplement aider un vieil ami? Tu crois que c'est facile de voir comment Pierre dépérit après un AVC et que sa femme n'arrive à rien faire? Et là, elle s'est tue. Trop tard. Elle l'a compris elle-même en voyant mon visage. Un nom. Elle avait prononcé un nom. Pierre. Il avait eu un AVC. D'où le médicament contre l'hypertension. Toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent en un tableau hideux. « Pierre » murmurai-je, n'en croyant pas mes oreilles. « Quel Pierre ?» Notre camarade de promotion qui est parti en Allemagne il y a 20 ans. Elle se taisait, respirant lourdement, et je voyais qu'elle cherchait désespérément une issue, mais il n'y en avait plus. Tous les chemins étaient coupés. « Qui est Pierre » hurlai-je en frappant du poing sur la table, si fort que la tasse bondit et se brisa en 1000 morceaux qui volèrent sur le sol. « Je te demande qui c'est » Nos cris devaient être audibles dans la cage d'escalier. On sonna avec insistance à la porte. J'ai ouvert. Sur le seuil se tenait notre voisine, Madame Dupont, et le policier du quartier, un jeune lieutenant manifestement décontenancé. Des voisins se plaignent. Du bruit? Des cris chez vous? Bredouilla-t-il maladroitement en évaluant la situation. Julie changea immédiatement de tactique, comme une actrice. Elle se précipita vers la porte. Des larmes jaillirent de ses yeux, qu'elle avait apparemment gardés en réserve. « Monsieur l'agent, aidez-moi. Il est hors de lui. Il m'agresse. Il m'accuse de tous les péchés. Regardez, il casse la vaisselle. J'ai peur de rester avec lui. » Je regardais cette scène, et en moi il n'y avait plus ni colère ni douleur, seulement du dégoût pour ce spectacle. Elle était une actrice magnifique. Je suis passé silencieusement dans la chambre. J'ai pris ma veste au porte-manteau, mes papiers, les clés de la voiture. En passant devant eux, je me suis arrêté et je les regardai droit dans les yeux, froidement et fermement. « Vis avec ton Pierre » dis-je doucement, mais assez fort pour que le policier entende. « Tu n'as pas à avoir peur, je m'en vais. » Je suis descendu et je me suis installé dans la voiture. Mes mains tremblaient, mon cœur battait quelque part dans ma gorge. Je ne savais pas où aller. Je restais simplement assis dans l'obscurité du parking, regardant les fenêtres éclairées qui n'étaient plus ma maison, ma forteresse. Machinalement, j'ai sorti mon téléphone. Il fallait que j'appelle mon fils, ma fille, quelqu'un pour partager ce cauchemar. Et c'est là que j'ai vu ce que j'avais manqué auparavant, ce qui devint la dernière preuve irréfutable. Dans les paramètres Bluetooth de la voiture, dans la liste des appareils couplés, il y avait 3 entrées, iPhone, Samsung Julie, et une 3e, ajoutée récemment, Constantin. Voilà, le point final, froid, numérique, irréfutable. Il avait été dans ma voiture, assis sur mon siège passager. J'ai lentement démarré le moteur, plus d'émotion, seulement une clarté glaciale. Maintenant, divorce et partage, jusqu'au dernier boulon, jusqu'à la dernière goutte de ces mensonges. Je suis parti à la maison de campagne, ce terrain de 600 mètres carrés près du lac forestier que nous avions développé avec Julie à partir de zéro, y investissant nos forces et notre âme. Un endroit où nous faisions des barbecues avec des amis, où nos enfants grandissaient en courant pieds nus dans l'herbe,
où il y avait tant de souvenirs heureux. Maintenant, cet endroit était devenu mon refuge et mon quartier général. La vie spartiate me dégrisait, aidait à clarifier mon esprit. Je dormais sur le vieux canapé affaissé, me couvrant d'une vieille peau de mouton pour me réchauffer. Le matin, je coupais du bois pour alimenter le poêle et chasser le froid. Je mangeais des repas simples, des raviolis surgelés, du sarrasin avec du pâté en conserve, du café instantané d'une boîte en fer. Pas de télévision, seulement une vieille radio qui parlait des embouteillages en ville, créant un fond sonore pour mes pensées. Le soir, sous le craquement des pommiers gelés dehors, je m'installais devant mon ordinateur portable. J'ai créé sur le bureau un document Word intitulé « Chronologie des mensonges.docx ». J'y notais méthodiquement, avec dates et heures, tout. Le jour où j'avais senti l'odeur d'un parfum étranger sur mon pull, les données de la contravention, la capture d'écran de la carte avec la pharmacie rue du Commerce, la photo de l'écran de l'ordinateur de bord avec le nom Constantin dans la liste des appareils Bluetooth. Ce n'était pas l'hystérie d'un mari offensé. C'était le travail d'un ingénieur établissant un rapport de défaut, rassemblant impartialement les faits. Nos contacts avec Julie se réduisirent au minimum. Tous les 2 jours, elle m'écrivait par messagerie. Les messages suivaient le manuel du manipulateur. D'abord, jouer la victime. « Tu m'as abandonné seul. Comment as-tu pu? Je souffre tellement. » Puis des accrochages pratiques. Il faut transmettre les relevés de compteur. Je ne sais pas où sont les factures. Puis la menace. Je dirai aux enfants que tu es devenu fou et que tu as fui la maison. Je répondais froidement et factuellement, sans émotion. Les factures sont dans le tiroir du haut de la commode. Relevés envoyés. Les enfants sont adultes, ils comprendront par eux-mêmes. Elle appelait, mais je ne décrochais pas. Je ne pouvais plus lui parler. Chaque son de sa voix provoquait en moi un dégoût physique, comme si elle tentait de souiller mes oreilles. Un soir, un vieil ami de l'usine, Victor, est passé me voir à la campagne. Il avait apporté de la bière en bouteille, essayant de me remonter le moral. « Arrête de déprimer, Alex, dit-il. Allons au sauna, ça te changera les idées. » Je ne voulais pas, mais refuser aurait été impoli. Nous étions assis dans la salle de repos, nous buvions de la bière, et lui, essayant de me remonter le moral, racontait des anecdotes de l'usine, se remémorant notre jeunesse. Et puis soudain, il dit « Eh bien écoute, j'ai vu ta Julie la semaine dernière à notre garage Réparation Express sur la route nationale. Elle descendait d'un grand SUV noir puissant pendant qu'un type discutait avec le mécanicien. J'ai été surpris, je pensais que vous aviez changé de voiture. Elle avait l'air si joyeuse, elle riait de quelque chose. » Victor disait cela sans arrière-pensée, partageant simplement une observation. Et moi, je restais figé avec ma chope de bière à la main, sentant mon sang se glacer dans mes veines. Notre Renault était sous garantie et nous l'entretenions uniquement chez le concessionnaire officiel de l'autre côté de la ville. Et surtout, nous n'avions jamais eu de SUV puissant. Tout s'est effondré à l'intérieur. C'était ça. Le dernier clou dans le cercueil de notre mariage, définitivement enfoncé par des mains étrangères. J'ai fini ma bière en silence. J'ai remercié Victor et je suis retourné à la campagne, le cœur lourd. De là, j'ai composé son numéro. Elle a répondu immédiatement, comme si elle attendait mon appel. Sa voix était mielleuse, ostensiblement attentionnée. « Alex, où es-tu? Je m'inquiète. » Je n'ai pas crié. J'ai demandé aussi froidement que le métal d'une poignée de porte gelée. « Julie, que faisais-tu jeudi dernier au garage Réparation Express sur la route nationale? Avec qui étais-tu dans le SUV noir puissant ?» À l'autre bout du fil régna un silence, épais, visqueux, assourdissant. Je n'entendais que sa respiration saccadée, trahissant sa panique. « Cette voiture appartient à Pierre », ai-je assoné, prononçant le nom qui était devenu pour moi le symbole de la trahison. Elle se taisait. Et ce silence était plus éloquent que n'importe quel aveu, n'importe quel cri. « Je demande le divorce », dis-je avant de raccrocher. Le mariage était officiellement mort pour moi. Maintenant, il fallait chercher des alliés, ou plus précisément comprendre l'équilibre des forces dans cette guerre invisible. Je suis allé en ville et j'ai rencontré ma belle-mère, Hélène. Nous nous sommes installés dans une petite brasserie près de chez elle, dans un coin tranquille. Je ne me suis pas plaint, je n'ai pas accusé.
J'ai simplement, en la regardant dans les yeux, exposé les faits, le yoga, la contravention, la pharmacie, la voiture. Elle écoutait, les lèvres pincées, et son visage devenait de plus en plus gris, exprimant un trouble croissant. « Je ne sais rien, Alexandre, rien du tout », finit-elle par dire, mais ses yeux fuyaient, trahissant un conflit intérieur. Elle n'est plus elle-même ces derniers temps. Elle est devenue étrangère. Elle disait qu'elle aidait une amie dont le mari est malade. Je l'ai cru. Elle n'a pas trahi sa fille, non. Mais elle ne l'a pas non plus couverte. Elle n'a pas tenté de défendre ses mensonges. Elle a adopté une position de neutralité, et pour moi, c'était déjà une victoire. J'ai compris que dans la guerre à venir, elle ne serait pas mon ennemie. Les collègues au travail, ayant appris que j'avais quitté la maison, se sont divisés en deux camps. Certains me tapaient sympathiquement sur l'épaule, exprimant leur soutien. D'autres évitaient soigneusement mon regard, ne sachant comment réagir. Les ragots se répandaient déjà dans l'usine comme des serpents venimeux. Victor m'a donné le numéro d'une avocate. « Maître Irène Vasseur, une dame de fer, dit-il. Elle a aidé mon beau-frère à réduire sa femme escroc à 0, la laissant sans rien. » Son cabinet se trouvait dans un petit bureau d'un vieil immeuble du centre. Maître Irène Vasseur, une femme d'environ 45 ans, aux yeux intelligents et perçants, écouta mon récit décousu en silence, ne prenant que quelques notes dans son carnet, fixant les détails. « Le fait de l'infidélité ne vous aidera pas directement au tribunal pour le partage des biens, dit-elle quand j'eus terminé. Sa voix ferme et assurée. Nous ne sommes pas en Amérique, mais cela détruit complètement sa réputation et sa position de conjoint de bonne foi. Nous pouvons prouver qu'elle a dépensé de l'argent commun pour un autre homme, qu'elle menait une vie immorale en vous le cachant. Cela nous donnera un fort avantage moral et la possibilité de faire pression sur elle lors du partage. J'ai besoin de tous les documents relatifs aux biens, l'acte de propriété de l'appartement et de la maison de campagne, la carte grise de la voiture, les relevés de vos comptes bancaires pour la dernière année, tout ce qui est enregistré à votre nom. Nous prouverons que tous les achats importants ont été faits avec vos revenus pendant qu'elle allait au yoga. » Le soir même, quand je suis rentré à la campagne, un appel d'un numéro inconnu a retenti. J'ai répondu. C'était ma belle-mère Hélène. Sa voix était effrayée, se brisant en chuchotements. « Alexandre, je ne sais pas quoi faire. » Elle l'a amené ici, à sa maison de campagne aujourd'hui. Elle a dit qu'il avait besoin d'air frais après l'hôpital. J'ai eu l'impression de recevoir un coup sous la ceinture, expulsant tout l'air de mes poumons. À la maison de campagne, dans notre maison, dans ma forteresse, dans mon seul refuge. Ce n'était plus simplement une trahison, c'était une déclaration de guerre totale, sans règles, une atteinte ouverte à mon espace personnel. J'ai lentement abaissé le téléphone. À l'intérieur, il n'y avait pas de fureur, seulement une détermination froide et cristalline. Elle l'avait amené dans ma maison. Demain, je vais voir maître Irène Vasseur avec une demande et un plan pour tout lui reprendre, y compris cette maison de campagne, jusqu'au dernier pommier, jusqu'au dernier centimètre de terrain. Ma vie à la campagne avait pris un rythme spartiate, presque militaire. Réveil à 6 heures du matin, douche glacée avec l'eau du réservoir d'été que j'avais sommairement isolé pour au moins me réveiller. Thé fort et départ au travail. Le soir, retour dans le silence et le froid de la maison gelée où chaque bruit résonnait en écho. J'avais cessé de boire. L'alcool embrumait l'esprit et j'avais besoin d'une clarté et d'une acuité de pensée maximale. Je travaillais beaucoup physiquement. J'avais retrié les planches de la véranda, réparé la clôture, fendu une pile entière de bûches de bouleau. Ce travail monotone et pénible apaisait, transformant la douleur de l'âme en une fatigue agréable dans les muscles, étouffant l'agonie intérieure. Je parlais par visioconférence avec les enfants. Ils sentaient que quelque chose n'allait pas, posaient des questions prudentes et inquiètes. Je répondais évasivement. « On va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Votre mère et moi traversons une période difficile. » Je ne voulais pas les entraîner dans cette saleté, pas encore. Toute mon existence était transformée en accalmie avant le combat décisif, avant l'affrontement final. Je n'étais pas brisé. J'étais sous tension, prêt à tout rebondissement. Le nom de l'amant, je l'ai appris presque par hasard, et cela m'a rendu encore plus malade et dégoûté. Un ancien camarade de promotion que je n'avais pas vu depuis 10 ans m'a appelé, m'invitant à une réunion d'anciens élèves. Nous avons parlé de la vie. « Écoute, j'ai récemment croisé notre Fontaine, Pierre, dit-il. Tu te souviens de lui ?
Il est devenu quelqu'un d'important maintenant. Il dirige une grosse entreprise de construction. On a bu un café ensemble au café La Dolce Vita. Il se plaignait de tous ses problèmes de santé, de sa tension. Il dit qu'il a failli faire un AVC et qu'ils l'ont sauvé de justesse. Sa femme dit qu'elle l'a sauvé, qu'elle a trouvé un bon médecin quelque part, qu'elle s'occupe de lui maintenant. Fontaine. Pierre Fontaine. Pas celui en Allemagne, mais notre local. Le nom a claqué dans ma tête comme un interrupteur, comme le dernier élément d'une chaîne complexe. Je suis allé sur le réseau social, j'ai trouvé notre groupe de promotion. Le voilà, Pierre Fontaine. Sur les photos, un homme imposant et bedonnant aux yeux fatigués. À côté de lui, sa femme, une femme avenante et 2 fils adultes. Statut, c'est compliqué. Hypocrite. Je l'ai trouvé. Son entreprise louait des bureaux dans le centre d'affaires Le Sommet. Je m'y suis rendu le lendemain, à l'heure du déjeuner. Je savais qu'il irait déjeuner dans l'un des restaurants au rez-de-chaussée. Je me suis installé à une table près de la fenêtre et j'ai attendu. Il est apparu une demi-heure plus tard dans un costume coûteux, avec désinvolture, sûr de lui, comme le maître du monde. Il s'est assis à une table avec un partenaire et a commandé. J'ai attendu qu'on leur apporte leurs assiettes, puis je me suis levé et je me suis approché de leur table. « Pierre Fontaine ?» demandai-je calmement, m'efforçant de garder mon sang-froid. Il leva les yeux vers moi avec perplexité. « Oui, et vous êtes ?» demanda-t-il, ne me reconnaissant manifestement pas. « Je suis le mari de Julie, dis-je, en le regardant droit dans les yeux sans détourner le regard. » J'ai vu sa pupille tressaillir. J'ai vu toute son arrogance d'homme d'affaires glisser de son visage, révélant la peur. « Je ne vous connais pas » bégaya-t-il en tentant de détourner le regard. « Mais moi, je te connais. » Je me suis penché plus près. Ma voix vibrait de rage contenue. « Comment va le Tensoval plus ? La tension ne monte pas quand tu couches avec la femme d'un autre dans ma maison de campagne. » Son partenaire à la table s'est étouffé. Les gens aux tables voisines ont commencé à se retourner, attirés par cette scène. « Écoutez, vous vous trompez, je vais appeler la sécurité. » Il a tenté de se lever et son visage est devenu rouge de colère et d'humiliation. Et là, je ne me suis pas retenu. Je n'ai pas frappé, j'ai fait pire. J'ai saisi son assiette de pâtes et lentement, ostensiblement, je la lui ai renversée sur la tête. La sauce chaude a coulé sur son costume coûteux, sur son visage, se mêlant à son eau de Cologne de luxe. Il a hurlé de surprise et d'humiliation. Des serveurs, des agents de sécurité ont accouru. Ils m'ont escorté dehors, poliment, mais fermement. Je n'ai pas résisté, éprouvant une satisfaction froide. Je me suis retourné et je l'ai vu, pitoyable, désemparé, essayant d'essuyer avec une serviette les restes de nourriture sur son visage, sous le brouhaha indigné du restaurant. Mon objectif était atteint. L'humiliation était publique et totale. 1 heure plus tard, j'ai reçu un message de Julie. Aucune excuse, aucune explication, seulement une rage froide et effrontée. « Tu es fou. Tu as agressé un homme malade. Il va porter plainte contre toi à la police pour hooliganisme. Tu paieras pour tout, je te le promets. » Ce message fit la dernière goutte, la dernière confirmation. Elle ne se repentait pas, elle le défendait, ce salaud. Elle était prête à me détruire pour sauver sa réputation à lui. Très bien. Elle avait elle-même choisi cette voie. Puisque nos enfants étaient adultes, la question de la garde ne se posait pas. Mon objectif devint la destruction morale et financière totale et inconditionnelle. J'ai appelé maître Irène Vasseur et j'ai clairement exposé mon plan. Je veux tout reprendre. L'appartement qui est enregistré à mon nom et pour lequel j'ai payé toute ma vie, la maison de campagne dans laquelle j'ai investi toutes mes forces et mon argent, la voiture. Je prouverai qu'elle menait une double vie, qu'elle dépensait les moyens familiaux pour son amant et ses besoins. Je veux qu'elle sorte de ce mariage avec une seule valise, comme elle est venue chez moi il y a 40 ans. Mais ce n'était pas suffisant. La vengeance personnelle contre Fontaine devint mon projet suivant. Par des connaissances communes, j'ai obtenu le numéro de téléphone de sa femme, mais je n'ai pas appelé. J'ai créé une boîte mail anonyme. J'y ai téléchargé tout. La photo de l'écran avec son nom dans le Bluetooth de ma voiture, le scan du reçu de la pharmacie, la capture d'écran de la carte avec l'emplacement de sa maison rue du Commerce, la description détaillée de la façon dont ma femme allait chez lui pendant qu'il était malade. J'ai écrit une courte lettre sans émotion. « Bonjour, Madame Fontaine.
Votre mari Pierre Fontaine est l'amant de ma femme Julie depuis plusieurs mois. Pendant que vous pensiez vous occuper d'un malade, il passait du temps avec elle. Toutes les preuves sont dans les fichiers joints. Je demande de divorce. À vous de décider quoi faire de votre mari. J'ai appuyé sur envoyer, sentant le mécanisme de vengeance commencer à fonctionner. L'étape suivante fut son travail. J'ai trouvé le site officiel de son entreprise de construction. J'ai écrit une lettre au service des ressources humaines et au secrétariat du directeur général. Le texte était différent, professionnel et froid. Je me suis présenté et j'ai informé que leur directeur commercial Fontaine entretenait une liaison adultère qui avait conduit à la dissolution de ma famille. J'ai mentionné l'incident au restaurant, le présentant comme un comportement inadéquat de votre employé dans un lieu public. J'ai subtilement laissé entendre qu'une personne qui ment si facilement dans sa vie personnelle serait difficilement honnête en affaires. Je n'exigeais pas son licenciement, je semais simplement le doute, créais des risques de réputation qui pouvaient lui coûter sa carrière. Le soir, assis dans le silence de la maison de campagne, je n'ai pas ressenti de satisfaction, mais un calme glacial, comme si tout se mettait en place. J'avais déclenché un mécanisme qu'il était désormais impossible d'arrêter. À ce moment, le téléphone a sonné. Sur l'écran s'affichait Irène Vasseur. « Alexandre, bonsoir. J'ai des nouvelles. Votre épouse a déposé une demande reconventionnelle de partage des biens. Elle réclame la moitié de l'appartement et de la maison de campagne et affirme que les travaux de rénovation de la maison de campagne il y a 2 ans ont été entièrement payés avec de l'argent que sa mère lui a donné. Elle a fourni un reçu. » J'ai souri avec ironie. Un reçu écrit hier à la va-vite, absolument faux. Elle avait décidé de jouer sale jusqu'au bout. « Très bien, dis-je dans le combiné. La guerre, c'est la guerre. Qu'elle se prépare. Nous nous verrons au tribunal. » La salle du tribunal de district sentait la poussière, le linoléum bon marché et le désespoir ancien. Les chaises en plastique grinçaient désagréablement sous le poids des gens. J'étais assis droit comme un piquet dans mon seul costume décent que je portais pour les mariages et les enterrements. Dans mes mains, je n'avais pas de dossier de documents. C'était maître Irène Vasseur qui le tenait, juste mes doigts croisés. J'étais calme. Toute ma colère, toute ma douleur s'était consumée, ne laissant derrière elle qu'un acier froid et dur, prêt au combat. En face était assise Julie. Elle jouait son meilleur rôle, celui de la victime malheureuse et abandonnée. Visage pâle, yeux rougis, foulard sombre modeste sur les épaules. À côté d'elle était assis son avocat, un petit homme agité aux yeux fuyants qui lui chuchotait constamment à l'oreille, tentant de lui donner des instructions. Elle tripotait nerveusement un mouchoir dans ses mains. Elle avait peur, et cela me donnait des forces. Sa ligne de défense était simple et ignoble. J'étais un tyran domestique et un paranoïaque qui l'avait mené à la dépression nerveuse, puis l'avait chassé de la maison. Son avocat lisait le faux reçu de la belle-mère, censé confirmer qu'elle avait donné 300 000 € pour les travaux de la maison de campagne. Ma belle-mère Hélène était assise dans la salle et regardait le sol. Son visage exprimait la honte et le malaise. Elle ne voulait pas mentir sous serment, mais ne pouvait aller contre sa fille. Julie affirmait que toutes mes accusations étaient le fruit d'une imagination malade. Il n'y avait jamais eu de Pierre, seulement un vieil ami de la famille qu'elle aidait par charité, par pure compassion. Et puis maître Irène Vasseur a commencé à appeler les témoins. Victor, mon collègue, entra le premier. Il raconta calmement et clairement comment il avait vu Julie descendre d'un SUV puissant et coûteux devant le garage où nous n'allions jamais. L'avocat de Julie tenta d'objecter, disant que cela n'avait aucun rapport avec l'affaire. Mais la juge, une femme âgée et fatiguée, lui fit signe de se taire d'un geste, indiquant le caractère inapproprié de sa remarque. La deuxième personne appelée fut Laure, sa meilleure amie. Elle entra dans la salle sans regarder du côté de Julie, son regard rivé au sol. Elle avait honte, c'était visible à l'œil nu. Maître Irène Vasseur ne posa qu'une seule question. « Dites-moi, s'il vous plaît, votre fille est-elle propriétaire d'une boutique de foulards de créateurs rue du Commerce ?» Laure rougit et, bégayant, murmura. « Non, ma fille est en congé maternité depuis 2 ans, elle ne travaille nulle part. » Un silence pesant s'installa dans la salle. Le mensonge sur le cadeau pour Chloé s'effondrait, ensevelissant sous lui les restes de la réputation de Julie, comme les décombres d'un bâtiment détruit. Je voyais comment elle s'agrippait au bras de son avocat,
et ses lèvres tremblaient. Le dernier témoin fut Madame Dupont, notre voisine. Elle raconta avec entrain comment elle avait entendu nos cris, comment je ne faisais pas de scandale, mais disais simplement la vérité à voix haute. Et comment Julie, en voyant le policier, s'était instantanément transformée d'une furie enragée en brebis en pleurs. Une vraie actrice, Madame la juge, conclut Madame Dupont, et un rire à peine audible parcourut la salle. La décision du tribunal ne fut pas dramatique, elle fut sèche et formelle. La juge la lut d'une voix monotone et indifférente. La demande de Julie concernant le partage de l'appartement était rejetée, car l'appartement était ma propriété personnelle, obtenue par attribution avant le mariage et privatisée à mon nom. La maison de campagne, acquise pendant le mariage, était sujette au partage, mais compte tenu des dépenses prouvées de mes fonds personnels pour son aménagement et sa rénovation, au final, on lui accorda une compensation dérisoire, égale à la valeur d'une vieille remise qui aurait dû être démolie depuis longtemps. Le reçu de la belle-mère fut reconnu nul et non avenu, sans valeur juridique. La voiture me restait. Séance levée. Tout était fini. Je me suis levé. Julie me regardait avec haine, ses yeux brûlaient de rage. Je me suis approché d'elle et doucement, pour qu'elle seule entende, j'ai dit « J'espère que Pierre t'a laissé de quoi prendre un taxi ?» Et je suis sorti sans me retourner, la laissant seule dans la salle vide du tribunal. Mais ce n'était que la moitié de l'affaire. La justice juridique avait triomphé. Maintenant venait le tour de la vengeance, de mener les choses jusqu'au bout. Le lendemain, maître Irène Vasseur me remit des copies certifiées de la décision du tribunal. Je les ai scannées et envoyées. La première lettre partit à la femme de Fontaine avec une courte note. « Voici la confirmation officielle de ce dont je vous ai écrit. Votre mari, mon ex-femme, l'entretenait avec l'argent de ma famille. J'espère que vous tirerez les bonnes conclusions. » La deuxième lettre, avec les copies de tous les reçus et captures d'écran, partit sur l'adresse officielle du conseil d'administration de son entreprise de construction. J'étais certain que cela leur créerait de sérieux problèmes de réputation. La troisième, anonyme, aux services fiscaux avec une suggestion polie de vérifier avec quel revenu M. Fontaine entretenait une maîtresse et finançait sa voiture loin d'être bon marché. Je n'ai pas suivi les résultats. J'appuyais simplement sur les boutons, mettant en marche le mécanisme qui devait fonctionner. 2 semaines plus tard, ce même camarade de promotion m'a appelé. « Tu te rends compte ? Notre Pierre a été licencié », dit-il avec excitation. Apparemment, une enquête interne, des malversations avec les frais de représentation. Et sa femme l'a quitté, elle a demandé le divorce. On dit qu'il s'est mis à boire, personne ne le voit plus. J'écoutais en silence. Je ne ressentais pas de joie, seulement une satisfaction froide du travail bien fait. Le mécanisme avait fonctionné à la perfection. Julie essayait de m'appeler, d'abord avec des menaces, puis avec des supplications. Sa voix sonnait désespérée. Je ne répondais pas. Je voyais son nom sur l'écran du téléphone et je le posais simplement, écran contre la table, comme elle le faisait autrefois, lui renvoyant sa propre arme. Par des connaissances communes, je savais qu'elle s'était retrouvée complètement seule. Sa belle-mère ne l'avait pas accueillie. Ses amis s'étaient détournés, ne voulant rien avoir à faire avec elle. Elle essayait d'emprunter de l'argent, mais personne ne lui en donnait. Son amant, son grand homme, s'était évaporé dès que ça avait commencé à sentir le roussi, l'abandonnant à son sort. Elle n'avait plus rien. J'ai tout vendu. L'appartement dans lequel nous avions vécu 40 ans, la maison de campagne, la voiture. Chaque objet vendu était comme un point de suture chirurgicale, coupant le passé, amputant une partie de ma vie. Avec l'argent récolté, je me suis acheté un petit studio à Toulouse où mon fils s'était installé pour son travail. J'ai rassemblé 2 valises avec l'essentiel et je suis parti. J'ai recommencé à zéro. Nouveau travail, logement en location, nouvelle rue, nouveau visage. Je ne cherchais pas de nouvelles relations. Je cherchais le silence, la paix pour mon âme meurtrie. Et je l'ai trouvé. Vous savez, 40 ans, c'est une durée immense. C'est toute une vie, tissée de détails infimes, de sentiments, d'événements. Et quand cette vie s'effondre à cause d'une trahison, on a l'impression d'être soi-même enseveli sous les décombres, qu'il n'y a plus de sens à vivre. Beaucoup disent qu'il faut pardonner, que la vengeance détruit. C'est peut-être vrai. Mais il y a des choses plus importantes que le pardon. Il y a la dignité
et il y a la justice. Quand quelqu'un essaie de vous piétiner dans la boue, vous avez deux chemins. Rester couché et gémir, ou vous relever, vous épousseter et lui rendre tout jusqu'à la dernière goutte, jusqu'au dernier éclat. Je ne me suis pas vengé par malveillance qui ronge l'âme. Je rétablissais l'équilibre, brisé par l'acte d'autrui. Elle a fait son choix, j'ai fait le mien. Je ne regrette rien, parce que parfois, pour commencer une nouvelle vie, il faut brûler l'ancienne jusqu'aux cendres, faire place nette pour un nouveau départ. Et si mon histoire aide quelqu'un à ne pas se briser, à trouver en soi la force, alors tout cela n'aura pas été en vain. Les vrais hommes doivent toujours avoir leur propre finale.